Bienvenue et bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 février 2024. Dans cette édition du Dialogue avec, nous nous excusons pour le petit retard. C'est dû aux problèmes techniques et aussi liés à nos invités qu'on devait un peu attendre. Donc, bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler sport, mais spécialement de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se déroule en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour le moment, puisque nous sommes en finale, où il y a seulement 4 pays qui restent, ou 4 équipes. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui va jouer la finale contre l'équipe de Nigeria, mais aussi ils vont se disputer la troisième et quatrième place. C'est l'équipe de l'Afrique du Sud et l'équipe de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons quelques invités qui vont nous parler donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a certaines figures que vous connaissez déjà qui sont fidèles disons, au dialogue avec. Vous allez les découvrir avec moi, mais il y a aussi une nouvelle figure que vous allez remarquer qui a été déjà fidèle quand même au dialogue avec quand c'était seulement sur Space. Et nous avons aussi avec nous Monsieur Yves Kacha, depuis l'Espagne, notre correspondant très fidèle. Et aussi un autre fidèle, c'est Monsieur Fortuna Ekuchu-Mamboulou, depuis donc l'Allemagne. Mais nous avons aussi un invité à Kinshasa, j'espère qu'il n'aura pas beaucoup de difficultés pour nous joindre, puisque c'est la première fois. C'est Monsieur Dieudonné Joseph Kabeya-Ngalula, qui est à Kinshasa et qui est bien connu dans le monde sportif, puisque c'est un journaliste qui a travaillé d'abord à la RTNC, qui travaille maintenant à Radio Okapi. Bonsoir d'abord, Monsieur Benjamin Oumba. Bonsoir. Bonsoir, Padre. Bonsoir, mes co-débatteurs. Alors, bienvenue parmi nous. Bonsoir, Monsieur Yves Kacha depuis l'Espagne. Et voilà. Bonsoir, Père. Voilà. Bonsoir aussi, Monsieur Fortuna Ekuchu depuis l'Allemagne. Bonsoir, Père Bojoko, et bonsoir à tous les participants et surtout aussi à nos téléspectateurs. Alors, j'espère qu'il nous écoute quand même et que ça va marcher avec les sons. Alors, Monsieur Dieudonné Joseph Kabeya-Ngalula, je pense que vous nous attendez, même si après vous devez un peu voir. Bon, ce n'est pas grave pour aujourd'hui, remettre votre téléphone, disons, votre image en format aussi horizontal. Est-ce que vous nous attendez? Ça va, ça marche? Oui, salut, bonjour ou bonsoir, Mbote, Djambo, à tout le monde. C'est merveilleux en tout cas que ça puisse marcher. Heureux de vous avoir avec nous, puisque vous êtes quand même un spécialiste de sport depuis plusieurs années. Et votre expérience et votre contribution, ça va vraiment nous aider à parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, peut-être c'est mieux de donner la parole à M. Dieudonné Joseph Kabeya-Ngalula pour nous donner un peu le sommaire d'abord de la CAN. À vous, vous avez la parole. Oui, merci, Padre Badioko. Encore une fois de plus, salut Mbote. Bonjour, bonsoir à tous les amis invités du dialogue avec. Je me sens heureux d'être associé à cet échange. Il faut dire que c'est après-demain, le 11, que les rideaux vont pouvoir tomber sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin senior, organisée avec brio par la Côte d'Ivoire. Et ces rideaux vont tomber juste après la grande finale qui va se jouer au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, c'est dans la périphérie d'Abidjan, entre les pays organisateurs miraculeusement arrivés là et le Nigeria. Et pour nos Congolais, nous sommes effectivement légèrement déçus. Notre équipe va se contenter de la petite finale qui va avoir lieu demain, samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, toujours à Abidjan. Ce sera contre un autre cadre africain, l'Afrique du Sud. C'est un match qui sera amplement disputé et on souhaite que cela puisse enfin de compte tourner bien pour nous. Ça pourra consoler les millions
des Congolais qui attendaient effectivement aller jusqu'en finale. Merci beaucoup, hein, M. Dieudonné Kabiangaloula. Donc, restez avec nous. Nous allons encore décortiquer à partir des réactions aussi des autres. On donne d'abord la parole aussi pour dire un peu sommairement ce qu'a été la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour lui, M. Benjamin Oumba depuis l'Allemagne. Alors, encore une fois, bonsoir. Je dirais que pour moi, ça a été, pas seulement pour moi, hein, pour la plus grande partie de tous ceux qui aiment le ballon rond, ça a été une surprise de voir la République démocratique du Congo revenir à un plus haut sommet africain. Parce que tout au départ, je pense au début, pour plusieurs parieurs, c'était peut-être quasiment impossible de voir la RDC parmi les 4 premiers. Et voilà, nous allons finalement occuper une des 4 premières places, donc la 3e ou la 4e. Et ça n'a pas été facile, je sais, parce que déjà au niveau de la préparation, nous savons que la RDC, le tout dernier match que nous avions livré contre le Burkina Faso n'avait pas été bon. Mais bon, après, ils se sont très bien comportés au niveau de la phase des poules. Et en 8e de finale, nous avons battu l'Égypte, qui n'est pas un petit pays, qui est d'abord l'équipe la plus titrée du continent, que ce soit sur le plan national, donc avec l'équipe nationale ou avec les clubs. Donc, on a les clubs comme Al Ahly, Zamalek, qui sont pratiquement les plus titrés. Donc, c'est pour moi, la RDC a mérité. Au final, je dirais qu'elle a mérité parce que passer par le Maroc, passer par l'Égypte, c'était déjà quelque chose de très intéressant. Donc voilà, c'est sur une note positive que je dirais que nous méritons d'être parmi les 4 premiers. Alors, merci beaucoup, Monsieur Oumba Benjamin pour cette contribution. Alors, maintenant, nous donnons la parole aussi à Monsieur Fortuna pour nous donner sommairement d'abord, hein, puisque c'est d'une manière générale, puisque nous allons approfondir après. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, Monsieur Ekouchou? Moi, j'ai été, disons, frappé, hein, surtout par les side effects, hein, disons, les côtés qu'on ne voit pas, hein, de cette compétition, la place de Dieu, la place de la politique, surtout pour nous, les Congolais, hein. Cette compétition a été vraiment chargée d'effets politiques, spirituels. On a vu les pasteurs entrer en jeu avec leurs prédictions. Mais sinon, généralement, on peut dire que la Côte d'Ivoire a organisé avec brio cette compétition. Nous ne pouvons que saluer cette capacité d'organisation et nous disons bravo à notre équipe de la République démocratique du Congo pour le résultat que je dirais satisfaisant. Nous ne sommes pas en finale, mais nous sommes en petite finale. Disons que j'ai aussi été frappé, disons, peut-être on va le débattre tout à l'heure, par l'apport, hein, des joueurs de la diaspora, le rôle joué par les joueurs de la diaspora congolaise, mais aussi pour d'autres équipes, dans la qualité du jeu et de la compétition. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. La parole maintenant à quelqu'un qui habite aussi le pays des sports, hein, disons l'Espagne. Quand il me voit déjà parler, hein, il a toujours des idées de Real Madrid derrière la tête. Alors, Monsieur Yves, sommairement d'abord l'introduction. Oui, bonsoir Père, bonsoir à tous les co-débatteurs et bonsoir à notre audience. Moi, je vais être très honnête avec vous. Que la RDC soit dans la petite finale, c'est pas une surprise parce que nous avons une bonne équipe sur le papier, mais c'est une surprise dans la mesure où, connaissant notre façon de fonctionner, notre organisation du monde sportif, en tout cas, il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée positive dans la prise en charge des joueurs, mais aussi dans la conscientisation, parce qu'on a eu vraiment des véritables ambassadeurs du football congolais. Pour la petite anecdote, ça fait bientôt 23 ans que je suis en Espagne. C'est la première fois que je vois une CAN aussi médiatisée. Et l'un des facteurs les plus importants, c'était le parcours de la RDC.
en commençant par l'affaire de l'entraîneur marocain avec Chancel Bemba, en finissant par le message lors du dernier match. En tout cas, on n'est pas souvent fiers d'être congolais à l'étranger, mais cette fois-ci, les garçons nous ont vraiment fait honneur. Donc, c'est un peu ça. Oui, alors merci beaucoup. Maintenant, nous allons entrer un peu en profondeur. Alors, quand on regarde un peu le pool, hein, nous avons participé à, moi je dirais, le premier groupe. Quand on a joué en groupe, c'était quand même un peu pas facile, puisqu'on a eu d'abord la Zambie. Tout le monde pensait que la République démocratique du Congo, prenons l'exemple, allait battre facilement la Zambie pour pouvoir passer. Mais on a fait match nul. Et puis, on a continué avec des séries de nuls. Je vais vous dire sincèrement mon point de vue. Quand j'ai vu qu'on devait affronter après le Maroc, qui a quand même été, je crois, jusqu'à demi-finale pour la Coupe du Monde, je me suis dit, mais là, on est fini. Mais par miracle, nous avons fait match nul. Et puis, alors, le dernier match nul, ce qui nous a permis de passer le tour. Et après, disons, l'équipe est montée en puissance. Et nous avons éliminé un petit d'abord l'Égypte. Là, moi, je me disais aussi que c'était fini pour nous, mais on est passé. Et puis alors, j'étais presque un peu sûr, ça, pour vous dire la vérité, j'étais presque un peu sûr que nous allions battre, je crois que c'était l'équipe de Mali, non, n'est-ce pas? Non, la Guinée-Conakry. Guinée. Là, j'étais un peu presque sûr qu'on allait gagner. Alors, selon vous, comment est-ce que vous avez vu d'abord l'étape des groupes, donc des poules, et puis alors l'ascension vers la demi-finale? On commence par Monsieur Dieudonné Joseph Kabé-Angalula. C'est un spécialiste quand même. Hein. On commence par lui. Il pouvait peut-être le dire à la fin, mais on commence par lui pour nous donner les temps. Alors, on dirait que M. Dieudonné ne nous attend pas. Est-ce que vous m'avez entendu, M. Dieudonné? Non, presque pas. Alors, on va donner la parole à M. Benjamin, puisqu'on dirait que M. Dieudonné ne nous a pas suivis. Oui, bon, en fait, comme vous avez expliqué, c'était un peu, pour moi, sur papier, la RDC partait quand même favorite pour finir deuxième, ce qui a été fait. Mais je ne voyais pas... Oui, Padre, il faut dire que... Alors, on lui redonne la parole, oui. Oui. Il faut signaler que en ce qui concerne les groupes, les tirages au sort à placer. Oui, monsieur, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui, ça marche. Il y a un retard, mais ça marche, on vous attend. Le problème de connexion, c'est toujours ça avec Kinshasa. Oui, on vous attend, monsieur Dieudonné Joseph Kabé-Angalula, on vous attend. Allez-y. On vous attend en tout cas. Il y a un retard, hein, je crois. Essayons de le comprendre puisque il est l'unique qui est à Kinshasa. Je crois qu'il y a un problème de connexion et ça arrive en retard. Allez-y. Alors, il y a un petit souci avec la connexion de Kinshasa, évidemment, ça c'est le problème habituel. Alors, nous allons redonner la parole à M. Benjamin Oumba. Alors, encore une fois, je dirais que cela n'a pas été une surprise pour la RDC d'occuper d'abord la deuxième place parce que sur papier, dès que nous avions reçu le tirage au sort, ayant été dans une même dans une même poule avec le Maroc, donc c'était plus facile de voir que le Maroc, surtout avec leur meilleure Coupe du Monde qu'ils ont réalisée, ils partaient favoris pour être premiers. Après, quant à la Zambie et la Tanzanie, je ne m'attendais pas à des matchs aussi compliqués, surtout avec la Tanzanie, mais après, si nous regardons un peu en arrière, la Tanzanie qui avait récemment battu la RDC, je pense l'un des tout derniers matchs, ils ont battu la RDC à Lubumbashi, c'était un match qu'ils ont joué à Lubumbashi. Et après la Zambie,
j'avais pas grand-chose. Pour moi, personnellement, j'avais pas crainte sur la Zambie, mais ça a été quand même une surprise de les voir tenir tête à la RDC. Pour moi, la phase des groupes, je pense que nous avions mérité d'être deuxième, mais peut-être pas avec 3 points, tel que ça a été. Je m'attendais peut-être à 4 points minimum, mais bon. Je pense que la logique avait été respectée, hein. Le Maroc qui devait occuper la première place, la RDC la deuxième, parce que sur papier, c'était un peu sûr que ça finirait comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Alors, le point de vue, il m'a signalé déjà qu'il n'était pas trop sport, mais quand même, il a suivi puisque la Coupe d'Afrique, en fait, comme c'était la Coupe d'Afrique quand même, ça a mobilisé les Congolais. On a oublié un peu d'autres misères de notre pays pour parler sport. Alors, Monsieur Ekoutou n'est pas trop sport, mais quand même, il doit nous donner son point de vue d'abord. Oui, j'ai pas suivi la phase des éliminatoires, j'ai suivi la phase vraiment des matchs. Donc, je peux dire que le résultat que nous avons obtenu, ce n'est pas une surprise, hein. La RDC a été, en tout cas, on a senti que le pays a doté cette équipe de moyens. Le ministre était là de façon permanente. Le ministre, c'est un grand sportif, un journaliste sportif, donc il connaissait très bien peut-être comment affronter du point de vue des moyens, parce que l'histoire de notre équipe nationale, on se souvient avec les images que nous voyons dans les autres compétitions panafricaines, il y avait toujours le problème des moyens. Cette fois, entendu des doléances sur les moyens. Donc l'équipe était concentrée. C'est une équipe quand même, c'est une nation au niveau panafricain qui a participé 20 fois hein, à cette compétition. Donc je peux dire que c'est une nation favorite qui, pour une fois, hein, par rapport aux dernières années, avait des moyens. C'était très sérieux, hein, bien préparé. Et nous avons rencontré aussi des équipes qui ne sont pas des équipes disons, favorites. Hein. On parle de la Guinée, mais c'est vrai, battre le Maroc, bon, pas battre le Maroc, réussir quand même à passer, disons, le match avec le Maroc et l'Égypte a prouvé que ce n'était pas une équipe, une n'importe quelle équipe, hein, c'était une équipe bien préparée. Donc, je ne suis pas surpris du résultat. Et voilà, c'est un peu mon point de vue. C'est une équipe forte qui a besoin de grandir encore, hein, de se donner encore plus de confiance. Peut-être il y aura des surprises pour les années. Voilà, Monsieur Yves, point de vue. Oui, Père, moi, je vous rappelle que la dernière fois que nous sommes arrivés à ce niveau de compétition, je crois que c'était lors de la Coupe d'Afrique au Burkina, et où nous avions fait un miracle. Ah, on a fait des miracles. Oui. Avec Mamale, Kassongo et compagnie. Donc, que nous arrivions, au fait, on ne s'attendait pas que nous arrivions à ce niveau. Honnêtement parlant, comme je vous l'avais raconté dernièrement, j'ai été à Kinshasa au mois de novembre. Quand tout le monde était dans la fièvre, juste au moment où on a fait le changement d'équipementier pour la RDC, tout le monde était en train d'acheter ou bien de jouer à une espèce de loterie pour avoir les vareuses. Je me suis désisté complètement parce que je ne me voyais pas arriver à ce niveau. Mais dès le premier match contre la Zambie, une autre chose qu'il faut aussi souligner dans cette Coupe d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes en matière de football actuellement. Ça, c'est vrai. Sont vraiment fortes et le niveau a sérieusement augmenté. Et pour cela, ça on a vu même pas ça sans vous couper la parole. Quand on regarde, on pense plutôt à la superficie d'un pays, hein, à la grandeur d'un pays du point de vue superficie. C'est comme ça qu'on a minimisé, par exemple, l'équipe comme l'équipe de Cap-Vert. On a vu comment elle a rendu la vie dure à beaucoup d'autres équipes. Justement. Donc, il faut saluer les efforts que la Confédération africaine de football a fait ces dernières années en essayant d'agencer les programmes des matchs internationaux de nos équipes nationales, la compétitivité au niveau de la coupe la CHAN et de la Ligue des champions de football à tous ces niveaux. Mais il y a une chose qui est aussi réelle, c'est que la RDC, comme pays de football, si nous allons dans des équipes comme l'équipe de France, l'équipe
l'équipe d'Angleterre, nous avons des bons joueurs d'origine congolaise qui sont et qui font la force du. Et aujourd'hui, nous avons su agencer plus ou moins les joueurs locaux et les joueurs nationaux. Et donc, lors du match contre la Zambie, je me disais qu'on allait les battre. Mais un match nul, ça me faisait pas mal. Quand on regarde le deuxième match contre le Maroc, moi, je me disais qu'un match nul, c'était déjà une grosse victoire. Et après, après avoir été mené au score, que nous fassions un match nul contre le Maroc, c'était déjà un grand atout. Quand on regarde le dernier match contre la Tanzanie, bon, on a fait match nul, mais on aurait pu faire mieux. C'est pour cela que je suis de l'avis de Fortuna que cette équipe, elle est en construction. Si on lui donne du temps, cette génération peut faire des miracles. Qui pas dépasser la fameuse génération d'Endai et compagnie qui avait remporté la Coupe d'Afrique et qui sont partis à la Coupe du Monde. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'espoir avec cette équipe. C'est question de savoir les encadrer tout simplement. Alors, merci beaucoup. On va essayer de nouveau de prendre monsieur Ngaloula. J'espère que cette fois-ci, Dieudonné, si ça marche maintenant, vous m'entendez bien, monsieur Dieudonné? Oui, je vous entends. Est-ce que vous aussi, vous m'entendez? Voilà, ça marche cette fois-ci. Allez-y. Alors, un peu le passage de match, disons, de groupe pour arriver déjà au 8e de finale. Oui, c'est vrai, il faut dire et avouer que la RDC a eu de très bonnes prestations dans la phase des groupes. Et malheureusement, on était buté à un petit grand souci, s'il faut parler ainsi, c'était les soucis de finition. Voilà. Mais en termes d'occasion de but, pour le premier match contre la Zambie, on l'avait dominé. On a pris un but contre le cours du jeu sur une erreur du gardien. Mais on a beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'avait pas l'opportunité de pouvoir scorer, mais le mental des Congolais était bon. Après les buts zambiens, ils n'ont pas paniqué. Ils se sont rués vers les camps zambiens et aussitôt, après quelques minutes, ils ont pu égaliser. Le match contre le Maroc a été aussi très bon. Le Maroc avait attaqué à vive allure pour nous intimider avec une première action de but déjà à la première minute ou deuxième minute avec celui que j'appelle les sauteurs en hauteur, Nesri, le joueur Nesri, et puis les sauvetages in extremis du gardien Lionel Passy et le corner qui s'en est suivi a terminé en but. On ne s'est pas découragé. Les Marocains ont poussé pour marquer le deuxième but, mais ils ont été heurtés à la défense de la RDC. Et malheureusement, le penalty que la RDC avait obtenu n'a pas été converti, parce que si ce penalty était converti, je crois qu'on parlerait pas du résultat nul à la fin du match, parce que le Maroc a été complètement avalé, surtout en deuxième période, par la République démocratique du Congo. Et comme on le disait, les problèmes de finition s'étaient encore produits. Le Maroc avait terminé à genoux ce match-là. Et la Tanzanie, c'est une équipe du pays voisin. Et comme un de mes co-débatteurs l'a dit, la Tanzanie n'a jamais battu la RDC. Dans les éliminatoires qu'on a eu avec eux, le match aller s'était joué à Lubumbashi. Ils avaient obtenu d'arracher un nul. Mais lors du match retour qui est chez eux, on les avait battus 3-0. Donc, avant de jouer le Bénin et d'être en barrage avec le Maroc, c'était pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais ce match-là était un bon match. La RDC qui avait deux options pour cette soirée-là, la victoire ou le match nul, n'avait pas voulu forcer pour se découvrir. Elle jouait avec intelligence, parce qu'un match nul
les qualifierait déjà en tant que deuxième du groupe. C'est ce qui était fait. Ils ne voulaient pas tellement forcer. Peut-être en forçant, on peut se découvrir en arrière et prendre un but qui serait fatal. Donc, la phase des groupes de la RDC, malgré les 3 nuls, c'était une bonne prestation avec des joueurs qui se battaient pour chaque ballon et qui avaient un bon mental. Mais ce que nous, en tant que spécialistes de foot, nous regrettons, c'est que nous n'avons pas un bon meneur des jeux. Donc, Gaël Kakuta n'est plus le Gaël Kakuta d'il y a 3 ans ou 4 ans. C'est quelqu'un qui a perdu un peu de son allant. Il joue, oui, mais pas à son niveau qu'on lui reconnaissait. Et maintenant, on se dit que si le sélectionneur des Léopards peut trouver d'autres milieux de terrain offensifs talentueux comme on en avait dans les temps, comme Atoumona Zola, ou bien un milieu comme Nesquin Skebano, ou bien un autre joueur qui pouvait avoir le talent de Santos Montobile, porteur des ballons et pourvoyeur d'eau, je crois que nous aurons une équipe qui pourra faire peur à tout le monde. Et c'est le seul point dans l'équipe de la RDC, les milieux de terrain. C'est d'ailleurs ce que les Ivoiriens ont pu comprendre lors de notre demi-finale. Vous avez vu qu'à un moment, si l'arbitre avait accordé les buts de la RDC, le match changerait. Mais puisque l'arbitre a annulé, après 20 minutes, les Ivoiriens avaient un peu compris les points faibles de la RDC, qui étaient les milieux de terrain. Ils ont bloqué les milieux de terrain. Il n'y avait plus de transition, ce qui faisait que la RDC commençait à jouer avec des balles trop longues, en sollicitant Bakambo au niveau de l'avant-centre ou bien Meshak. Et ça allait comme ça et ça ne permettait pas aux Congolais de pouvoir combiner. Donc, ces jours-là, le point faible de la RDC était les milieux de terrain que les Ivoiriens avaient complètement bloqués pour qu'ils ne puissent pas bien jouer. Et puis aussi, ils avaient essayé de trouver une petite faille sur le flanc gauche de notre défense. Ils attaquaient Arthur Masuaku à 3 et effectuaient le centre. Si vous avez bonne mémoire, vous remarquerez que pendant tous les autres matchs qu'on a joués, que ce soit en phase de poule, 8e de finale ou quart de finale, on ne débordait pas Masoko. Les adversaires ne parvenaient pas à centrer, à déborder par la gauche et à centrer. Ça n'arrivait pas. Mais les Ivoiriens ont pu trouver cette faille-là. Ils attaquaient Masoko à 3 et une fois qu'il est dépassé, ils centraient. Et c'est sur un des centres que le but, malheureusement, est arrivé. Un but qui venait d'ailleurs. Mais je crois que la prestation de la RDC nous a tous rendus vraiment très fiers. Oui, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Ngaloula. Mais ce que vous dites est vrai, puisque vous avez peut-être un peu dévancé, on va y revenir. C'est parler des points forts et des points faibles de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous allons donc aborder maintenant cet aspect dans quelques instants après cette pause. Merci beaucoup. Donc, nous abordons maintenant les points forts et les points faibles. Déjà, M. Dieudonné Kabé Ngaloula nous a dévancé, mais nous allons maintenant parler un peu des points forts et des points faibles. Quand nous avons regardé l'équipe de la RDC, évidemment, durant l'étape de poule, on n'a fait que des matchs nuls. On a vu une défense solide, les milieux de terrain qui tenaient, mais le problème, selon moi, déjà, s'est posé au niveau de l'attaque. On n'a pas beaucoup marqué. L'unique match, en fait, qu'on a bien gagné, c'était contre la Guinée. Alors, le point fort et le point faible de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On commence par Kouchou.
Voilà. Bon, à mon avis, le point fort de cette équipe, c'est d'abord l'apport des joueurs binationaux, leur présence, leur encadrement. Euh, et sur terrain, bon, l'équipe s'est bien comportée et j'aborde dans le même sens que vous et expert hein, ici, M. Ngaloula, que l'équipe manquait un meneur, hein, un meneur, celui qui vraiment à l'attaque distribue le ballon à ses coéquipiers et construit le jeu. Ça, je l'ai aussi constaté, bien que n'étant pas vraiment très dans le football. Et ceci a eu un impact sur aussi le nombre de buts que nous avons pu marquer ou concrétiser. Hein. Donc, je crois que ça, c'était vraiment un des points faibles. Donc, le point fort, j'ai dit, l'apport des binationaux, leur présence. L'équipe était soudée, hein, ça on le voyait dans leur mental, dans la façon de s'exprimer sur terrain. Il y avait vraiment une. On comprenait vraiment que l'équipe était soudée. Donc, point fort, l'équipe est soudée. Point faible, moi aussi j'aborde dans le même sens l'attaque, la concrétisation des meneurs de jeu, il y en avait pas. Merci beaucoup pour ce point de vue. Maintenant, nous donnons la parole à M. Yves aussi pour donner son point de vue sur le point fort et le point faible de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards. Bah, Père, pour moi, d'abord, pour parler des points forts et des points faibles, d'abord, l'esprit de groupe. On a senti on avait un groupe qui était vraiment qui était, en symbiose et qui fonctionnait comme un seul corps. C'est vrai qu'il y a eu, il y a des individualités qui se sont fait voir de façon beaucoup plus visible que les autres. Mais il faut dire que l'équipe a vraiment fonctionné. Ça, c'est la première qualité que je souligne. La deuxième qualité, c'est le coach. Il y a une phrase que j'ai toujours aimée chez les Espagnols qui dit, grosso modo, c'est facile de dire, c'est beaucoup plus difficile de faire. Et dans le cadre de la RDC est un de ces pays où tout le monde est en soi, au fond de lui, quelque part, est un arbitre de football, un entraîneur de football, un médecin, un ingénieur. Au fait, on croit connaître beaucoup de choses, mais en réalité, c'est difficile de pouvoir admettre que Sébastien de Sabre a fait un travail de fourmi et les résultats sont là. Et moi, je suis pour qu'il continue dans son travail et qu'on lui donne les moyens de sa politique, qu'on lui laisse faire son job. Parce que très facilement, l'une des peurs que j'ai, c'est qu'après ces résultats, nous ayons des politiques qui entrent dans la gestion de l'équipe. Et je ne veux pas que nous arrivions dans un cas comme celui du Football Club Barcelone où le président du club ou le ministre ou le président de la fédération intervient dans les alignements de l'équipe. Concernant l'équipe en soi, c'est que M. Ngaloula a dit est vrai. Mais je dis que le meneur de jeu, c'est une chose, mais on a manqué un bon meneur de jeu, une référence dans le milieu du terrain, un peu comme serait Chabi ou bien comme aurait été Messi et compagnie. Mais l'un des gros problèmes que nous avons, selon moi, c'est qu'on manque un numéro 9, un killer dans la surface de réparation. Et ça se voit parce que quand on regarde les buts marqués, dans la plupart des cas, ce sont les défenseurs. Les défenseurs. Chancel Bemba qui a marqué 2 buts. Il y a Wissa qui n'est pas forcément un striker, mais qui a marqué alors qu'il est un ailier. Pour moi, c'est là le plus gros problème. Une référence au milieu de terrain, même si il faut reconnaître que Piquet a été le poumon de l'équipe. En tout cas, en le voyant jouer, moi j'ai revu quelqu'un comme mon Dieu, le nom
le numéro 4 du Barça, j'ai oublié son nom. Et je l'avais en tête là, il n'y a pas très longtemps. Il vient de partir d'ailleurs. Busquets. Busquets, voilà. Il me rappelait Busquets en le voyant. Et l'homme qui faisait les sales boulots. Voilà. Il fait le sale boulot, mais sans lui, l'équipe ne fonctionne pas. Et on a vu ça avec Piqué. Dans les meilleurs joueurs, le meilleur joueur selon moi, et il mérite son titre de capitaine, c'est Chancel. En tout cas, ce monsieur, chapeau bas pour lui. Chapeau bas, il a toute mon admiration et il fait l'unanimité. C'est vraiment lui le meilleur joueur de l'équipe. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je peux dire à ce niveau. Voilà, on donne maintenant la parole aussi à M. Benjamin Oumba. Les points forts, les points faibles de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Non, rapidement, j'ai rebondi d'abord pour... il y a un de mes co-débatteurs qui a dit que la RDC est arrivée à ce niveau. Donc, la petite finale, c'est après 98, 98. Non, je rappelle qu'en 2015, la RDC a fini 3e en Guinée équatoriale. On disons le Burkina Faso. Oui, Burkina Faso, c'était en 98. Mais en 2015, nous avions fini 3e. Nous avions perdu en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Et la petite finale, nous l'avions gagnée face au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Alors, parmi les points forts, j'ai rejoint totalement mes co-débatteurs. C'est d'abord, nous avions une équipe qui n'était pas complexée, due à l'apport de nos binationaux, qui, pour certains, évoluent même en 2e division. Le cas de Piquel, qui est vraiment un pilier de l'équipe. C'est un peu un Yaya Touré pour moi. Je l'ai vraiment comparé à Yaya Touré. Il pèse, que ce soit la masse et tout sur terrain. Il a vraiment bien maîtrisé notre milieu de terrain. Et c'est un homme qui mérite, pour moi, d'avoir vraiment un club top niveau, au niveau européen. Et si je reprends un peu au niveau, par exemple, de la défense, pour moi, parmi les points forts, c'est d'abord Chancel. Un vrai capitaine, un vrai guerrier. Il a vraiment été discipliné. Vous avez vu que pour certains joueurs qui peuvent être capitaines, ils ont un peu un sursaut d'orgueil, plus des cartons jaunes. On a vu avec la Côte d'Ivoire, Aurier, par exemple, a même manqué. Il a joué pas la totalité du premier match. Après, il a même pris 2 cartons jaunes. Donc, il a même manqué le match de la RDC. Mais on a vu que Chancel a joué tous les matchs. Il a été vraiment régulier et sa discipline a permis vraiment à l'équipe d'être solide. Je n'ai pas vu un seul match où la RDC a été vraiment archi-dominée. Ça, c'est un point aussi positif. Donc, il n'y avait pas eu de complexe et cela a été vraiment quelque chose de très bon que nous pouvons souligner. Les points faibles, je dirais, je rejoins totalement aussi la position de nos co-débatteurs, c'est d'abord l'attaque. On n'a pas cet attaquant, c'est Dieu merci Mbokani que nous avons eu, qui a d'ailleurs fini parmi les meilleurs buteurs en 2015. On n'a pas ce Junior Kabananga qui a été aussi qui a été le seul d'ailleurs meilleur buteur en 2000, je pense, 17. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, là, c'est de rechercher cet oiseau rare pour un peu notre attaque. Sinon, nous avons une très bonne équipe. Il faut garder l'entraîneur. Ça, je pense que la RDC doit se battre parce que là, il sera aussi convoité. On ne doit toujours pas penser au fait que voilà, on va le pousser vers la sortie. Mais c'est plutôt sa qualité. La qualité qu'il a imprimée en Afrique pour le moment, il sera aussi recherché. Il faut blinder son contrat. C'est ce qu'il faut faire. Et pour cela, je pense que la fédération doit se battre. Un autre point faible, peut-être que je peux mentionner, je ne sais pas si certains pourront le dire, c'est que nous avons manqué, par exemple, des joueurs locaux. Les championnats ne se jouent pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne nous arrange pas parce qu'on a quand même du talent au niveau local. Vous prenez par exemple l'Égypte qui s'est présentée avec une grande partie des joueurs qui évoluent au niveau national. Nous avons des très bons clubs, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aujourd'hui montrer leur talent. Peut-être qu'on pouvait avoir un bon milieu pour remplacer Kakuta qui a pris de l'âge et qui n'est plus vraiment le Kakuta qu'on a connu. Peut-être qu'il y en a un au Congo, mais malheureusement, les manques des championnats pèsent aussi sur vraiment le choix de l'entraîneur qui n'a pas su dénicher autant de bons talents aussi au niveau local. Donc, en général, pour moi, je dirais que tout se passe bien, seulement tout était bon, seulement l'attaque est faible, mais on doit renforcer de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs aussi de notre gardien, mais
c'est faible par rapport aussi à son apport hein, dans le jeu. Pour moi, il n'a pas été mal. C'est aussi la première fois pour lui de participer à une CAN. Il faut lui donner la chance. Je pense qu'avec un peu plus de maturité, il reviendra plus fort. Voilà. Le point aussi que j'ai vraiment, sur lequel j'ai regretté, il n'a arrêté aucun penalty, que ce soit en cours de jeu, que ce soit aux séances de tir au but. Pour lui, je pense que c'est la séance la plus cauchemardesque, si je peux le dire. Oui, ça c'est vrai. Bon, le penalty, c'est pas tous les gardiens qui peuvent être comme le gardien sud-africain. C'est pas facile d'arrêter le penalty de toute façon, mais ce qui est vrai que même le but contre la Côte d'Ivoire, en fait, quand vous regardez le match, même je ne suis pas sûr que même celui qui a tiré était sûr de faire ce qu'il a fait, puisqu'il a fait rebondir le ballon, alors que le gardien était un peu trop sorti. Sinon, ici, il était aussi resté dans sa cage, il allait rattraper ses ballons. Donc, je crois que c'est ce qui est vrai. C'est un bon gardien. C'est question d'expérience aussi. Il a commis la petite faute d'être trop avancé pour le but ivoirien. Sinon, il allait bien rattraper ça s'il était resté un peu derrière. Bon, il ne s'attendait peut-être pas à ce que le ballon puisse rebondir. Alors, on a parlé de cette réalité que ce sont les binationaux, mais ça, si nous parlons comme ça du point de vue légal, du point de vue juridique, nous sommes en faute, puisque la République démocratique du Congo n'admet pas deux nationalités. Ça aussi, c'est un problème à voir. Il y a M. Benjamin Oumba qui vient de le dire, il y avait presque pas. Moi, je ne sais pas s'il y avait même un joueur, comme ce qu'on appelle au pays, s'il y avait des locaux. Je crois que tous c'était plutôt des joueurs qui jouent dehors, disons, des joueurs qui ont des origines, comme on peut dire, congolaises. Et là, il se pose quand même un problème hein, du point de vue juridique, puisque normalement, ils jouent pour l'équipe du Congo sans être des Congolais. Juridiquement parlant, hein, ça pose quand même un problème à ce niveau. Donc, je crois que notre pays va arranger vite ces problèmes de double nationalité pour qu'on puisse bénéficier de tous les originaires de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous allons peut-être parler un peu de certains aspects qui faisaient mal avant, dont on n'a pas parlé cette fois-ci, avant de venir un peu au dernier match, puisqu'il y a ces problèmes qui a fait, disons, la une pas des journaux, mais surtout des réseaux sociaux, le fait que lors du dernier match, on a zappé les supporters congolais. Et c'est quelque chose qui a fait mal à beaucoup de gens. Alors, pour l'avenir de l'équipe, il faut seulement compter, puisqu'on a parlé, par exemple, qu'il n'avait pas de complexe. Ça, on a remarqué, qu'il n'avait pas de complexe de nos joueurs, puisque ce sont tous des gens qui sont nés en Europe et qui jouent aussi en Europe. Et en tout cas, ils jouaient, on sentait une aisance quand ils jouaient avec les autres, puisqu'ils les connaissent aussi. Mais est-ce que dans le futur, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir et des joueurs locaux et des joueurs qui sont dehors? Quelles sont vos propositions? On commence d'abord par M. Dieudonné Joseph Kabé Ngaloula. Son point de vue. Alors, souvent, il se pose des problèmes de connexion. Pourtant, je vois ici que sa connexion est bonne et parfois, il ne nous attend pas. Alors, je ne sais pas, peut-être il va revenir. Souvent, je vois que son image est figée là, il ne bouge pas. Alors, quel serait votre point de vue hein, de ce que je venais de dire Écoutez, Mamboulou Fortuna. Oui, Père, je crois que pour avoir ce qu'on appelle les locaux, hein, c'est-à-dire les joueurs qui évoluent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, pour qu'un sélectionneur puisse les sélectionner, ils doivent être bons. Si notre sélectionneur, cette fois-ci, est allé puiser ailleurs, hein, comme on dit, aller identifier les Congolais qui évoluent ailleurs ou qui sont nés ailleurs, c'est qu'il y a une raison, c'est-à-dire qu'il a recherché la qualité. Et pour produire cette qualité localement, alors d'abord, il faut regarder l'environnement, ce qu'on appelle les pépinières hein, de joueurs, comment nous construisons les joueurs au niveau national, la qualité de nos compétitions nationales. Je crois que ça indique hein, que les compétitions à l'intérieur du Congo, nos clubs, actuellement, c'est un indicateur peut-être de manque d'évolution, de qualité
de nos clubs à l'intérieur. C'est une analyse que je fais comme ça d'emblée. Et que faire? Que faire? Améliorer la qualité de nos compétitions à l'intérieur du pays, dénicher les meilleurs joueurs, bien les payer pour qu'ils évoluent localement et qu'ils n'aient pas, qu'ils n'aient pas de complexe par rapport à ceux qui évoluent au niveau international. Ces complexes-là, c'est les moyens, c'est comment ils sont payés, combien les clubs aussi au niveau national génèrent des revenus pour construire cette qualité. Donc, le football, comme on le sait tous ici, c'est une affaire d'argent et c'est une affaire de marché. Et notre pays, malheureusement aussi, avec la guerre, avec les difficultés de la gestion politique et économique, actuellement n'offre pas les occasions économiques pour développer des grands clubs. Nous avons un grand club tout puissant, Mazembe, qui est lié à M. Moïse Katumbi. Voilà. On ne va pas entrer dans les détails sur qui est M. Moïse Katumbi, mais pour dire qu'on en a besoin. On a besoin des clubs bien dirigés, on a besoin des clubs qui trouvent un marché local qui apporte assez d'argent. Ce qui n'est peut-être pas le cas des dernières années pour notre pays, vu sa situation socio-économique. Voilà, merci beaucoup pour son point de vue. Et alors, qu'en dites-vous, Yves? Moi, je commencerai par dire, nous, Congolais, on doit cesser de vouloir inventer la roue. Il y a une réalité, c'est que, et ça c'est dans la gestion politique et dans la gestion même de ce que nous voulons faire de notre pays. En relation internationale, il y a ce qu'on appelle le soft power et le hard power. Le soft power, c'est par exemple la musique, c'est par exemple les sports, c'est par exemple l'art. Le hard power, c'est le pouvoir militaire, c'est le pouvoir de la diplomatie, c'est le pouvoir économique. Nous, notre pays, nous avons l'avantage, nous pouvons être un hard power, nous pouvons être un soft power. Je vous donne un exemple concret, l'Espagne. Tout le monde ici, nous savons que l'Espagne, entre le Moyen-Âge et la fin des années 1800, était une très grande puissance au niveau européen. Une très grande puissance. C'était l'empire où le soleil ne se couchait jamais. Parce que quand il faisait jour aux Philippines, c'était la nuit au Mexique. Et quand il faisait jour au Mexique, c'était la nuit aux Philippines. Donc, voyez un peu la puissance qu'avait l'Espagne. Mais l'Espagne est arrivée à un moment où ils se sont dit, est-ce que nous pouvons maintenir cette force, cette puissance? Non. Et ils se sont dit, l'une des façons, c'est de faire en sorte que notre sport soit l'un des plus compétitifs au monde. Je vous donne un exemple très bête. Aujourd'hui, je suis en Espagne. Dans tous les quartiers, il y a au moins 2 terrains de football. Il y a au moins 4 terrains de basketball. Il y a au moins 6 terrains de tennis. Il y a des terrains de volleyball. Dans les écoles, il y a des pépinières. Tout est fait de façon à ce qu'on puisse détecter très rapidement les pépites, les joueurs prometteurs, bien les joueurs d'avenir. Question de vous faire voir encore l'importance de l'implication ou de la structuration d'un groupe. Même au niveau de toutes les écoles. Voilà. Je vous donne un exemple très bête. Aujourd'hui, mon fils a 7 ans et demi, mais comme il est africain, il a une corpulence qui est beaucoup plus différente à celle d'un enfant espagnol. Et le petit a une morphologie qui surpasse les enfants de son âge. Et donc, il joue avec des garçons de 10 ans. L'année passée, lors du championnat d'été, il y a les joueurs du Real Madrid qui sont venus les voir jouer. Il a pris des photos avec les gars de l'Atlético, avec les gars du Real Madrid. Aujourd'hui, je suis barcelonais, mais dans l'âme, je comprends que mon fils admire quelqu'un comme Vinicius. On comprend l'importance que ces gens se sont donnés à fomenter une culture du sport. Maintenant, chez nous, on a un autre problème, c'est que on a des joueurs qui sont nés à l'étranger ou bien qui ont décidé d'émigrer avec leurs parents, qui peuvent jouer pour notre pays, mais la législation de notre pays ne les aide pas ou bien ne favorise pas leur retour dans l'équipe nationale. Et donc, nous sommes en réalité,
moi, selon moi, la meilleure façon d'approcher la chose, c'est de s'asseoir et de se dire, nous prenons un programme sur 20 ans, peu importe qui sera au pouvoir, c'est une vision nationale, que ce soit pour les sports, que ce soit pour l'armée. En fait, avoir une espèce de table ronde où nous tous, nous disons, nous nous donnons des objectifs en tant que nation pour les prochaines 25 années. Et je le dis parce que aujourd'hui, nous avons l'exemple concret de que quand on n'essaie pas d'inventer la roue, quand on fait les choses comme cela doit se faire, les résultats sont là. Il n'y a rien qui se gagne ici bas sur terre en croisant les doigts ou bien en priant seulement. Non, il faut travailler, il faut suer. Et donc, pour moi, je nous demande à nous tous en tant que Congolais de pousser la réflexion et de voir un peu la mesure dans laquelle on peut faire en sorte que nous soyons compétitifs, mais que nous ayons réellement un pouvoir qui dépasse seulement le pouvoir militaire ou bien les pouvoirs des mines. Oui, dans le sens aussi de ne pas seulement voir les compétitions quand c'est organisé, donc anticiper comme vous l'avez dit, hein, de programmer déjà des choses depuis l'école, même l'école primaire, au secondaire, et puis les infrastructures aussi, y ajouter un peu plus pour qu'il y ait beaucoup de terrains de sport, il y a des écoles de foot, ainsi de suite. C'est des pépinières, quoi, puisque la République démocratique du Congo, c'est quand même 100 millions de... Père, je ne vous interromps pas. Vous êtes... 100 millions de Congolais, donc on peut avoir beaucoup de grands joueurs et beaucoup de grandes équipes. Oui. Père, je ne vous interromps pas. Vous voyez, vous êtes du Mwamba. Vous voyez, quand vous allez vers l'aéroport, il y avait un terrain de football à Diakre Chobo, juste à l'entrée de Matete, là. Ouais, ça a disparu. Dernièrement, il y a le gouverneur et le bourgmestre qui voulaient mettre une morgue sur ce terrain de football. Combien de terrains de football ont disparu dans notre pays? On a décidé de construire des maisons ou des magasins là où il y avait ces terrains de football. Et ce sont ces genres de choses qui font en sorte que nous n'avancions pas réellement dans ce que nous voulons comme nation. Et même si nous chantons tous les jours le debout congolais, si on ne fait rien, on va voir. Merci beaucoup. La parole aussi à M. Benjamin Oumba. Voilà, comment revoir un peu notre politique et pas dans le sens, c'est seulement la politique et la programmation des sports en République démocratique du Congo pour avancer, puisqu'il faut dire, quand vous regardez tous les autres pays, comment ils sont structurés, organisés pour le foot, nous sommes un peu en retard sur ce point-là. Bon, je rejoins totalement l'idée de M. Yves, hein, parce que nous avons un sérieux problème à notre niveau, c'est l'investissement. On n'investit pas dans la jeunesse. Le Congo, comme vous l'avez mentionné, nous sommes un grand pays de plus de 100 millions d'habitants. Et nous devrions normalement être l'un des meilleurs pays en matière de football au niveau de la sous-région, l'Afrique subsaharienne, parce qu'on a quand même, le talent existe. C'est vrai que les Éthiopiens sont plus nombreux que nous, les Nigérians, mais quand même, on a ce talent-là, il existe. Il peut se faire voir même à travers, par exemple, nos clubs locaux, le TP Mazembe, Vita Club ou DSMP, qui sont des clubs qui brillent au niveau continental. Le talent existe, mais l'encadrement, l'investissement dans ce domaine est vraiment difficile. Un autre point très important, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes co-débatteurs, c'est la politisation un peu du football. Aujourd'hui, le foot est devenu trop politique au niveau du Congo. Vous prenez nos clubs, nos grands clubs. Qui détiennent ces clubs de football? Ce sont les politiciens. Et ça commence à poser problème à chaque fois qu'il y a, par exemple, des régimes différents ou encore les gens prennent des équipes pour des raisons politiques. Je ne vais pas citer des clubs, il y en a beaucoup comme ça. Ils les prennent à chaque fois pour des raisons politiques. Dès qu'ils quittent le gouvernorat, ils abandonnent. C'est un autre qui vient. Le prochain gouverneur, on lui propose ces clubs. Donc, ça devient un peu, cette politisation détruit aussi notre football au niveau local. Je prends un exemple très simple, c'est le Ghana. Le Ghana, grâce non seulement à sa diaspora, mais aussi
à ces joueurs qui ont même changé la nationalité, peut-être pour jouer pour d'autres pays, vont investir dans le foot localement. Le cas de Marseille Desailly, qui est d'origine, il est d'origine ghanéenne, il est allé, il a son école de foot au Ghana, et ce qui manque chez nous. Aujourd'hui, on devait approcher des grands footballeurs comme Claude Makelele, qui est proche de l'équipe, parce qu'en ce moment-ci, il est d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Il est allé pour supporter les Congolais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces Congolais-là? Ils sont nombreux, hein, tous ceux qui ont joué pour la France, la Belgique. On doit, même s'ils ont joué pour ces pays-là, comme on l'a dit, c'est une question aussi de législation. Ils avaient d'abord la nationalité européenne et chez nous, c'était compliqué. Alors, maintenant qu'on essaye d'octroyer au moins la nationalité sportive à certains pour jouer, mais malgré ça, ça pose problème. Nous espérons qu'on se mettra justement sur la table pour voir dans quelles conditions peut-être on peut alléger les choses. Ça veut dire, moi, je reviens encore une fois, j'ai parlé de ça sur ma plateforme Twitter, j'ai dit, on peut modifier par exemple la loi. La nationalité congolaise on peut octroyer la double nationalité sous certaines conditions. On peut exclure certains pays parce que plusieurs personnes ont peur. Mais on peut sans vous couper la parole sur cet aspect, je crois qu'aux États-Unis, au moins, ce que j'avais appris quand j'y vais, c'est qu'ils donnent la double nationalité sauf aux pays qui ont des frontières avec les États-Unis. Voilà, par exemple. Oui. C'est un des points très importants qui va beaucoup aider le pays parce que au-delà du sport, on a beaucoup d'investissements qui viendront parce que les Congolais investissent moins dans notre pays parce qu'ils sont bloqués par la nationalité. Moi, je prends le cas, je connais des gens qui reviennent, qui veulent créer des écoles et tout, mais ils sont traités comme des étrangers. Ils n'ont rien, pas de documents officiels national. Donc, à mon avis, il faut quand même ouvrir aussi sur ces plans-là. Essayer de donner la chance à ceux qui ont aussi, à ceux qui, les formateurs, hein, comme on l'a dit, créer des écoles de foot, investir. Si on s'est dit, par exemple, chaque année, l'État, au niveau du ministère des Sports, chaque année peut commencer à construire au moins une école de foot dans chaque province. Ça sera pas mal. Ça va développer vraiment le sport chez nous. Et c'est difficile, le championnat qui ne se joue pas, on a vraiment des difficultés de voir des grands talents un peu qui sont cachés parce qu'à l'époque, on a eu des joueurs qui venaient de l'intérieur comme de la grande province orientale. Je prends le cas de Kassoussoula, mais on n'en connaît plus tous ces bons joueurs parce qu'il n'y a pas de championnat. C'est difficile de dénicher tous ces talents-là. Donc, il faut investir dans le foot local, il faut essayer de changer notre législation, surtout approcher aussi les internationaux. Bakambu a fait un grand travail, hein. Il faut quand même le préciser. Il est celui qui a contacté beaucoup de binationaux. Il allait les voir, il les écrit. Le gardien de but a témoigné, il a dit que c'est Bakambu qui l'a contacté. Oui, justement. Et c'est un travail qu'il fait vraiment avec cœur. Là, je l'ai dit avec la chair de poule, parce que moi, je l'ai dit, j'ai vu Bakambu chanter l'hymne national, un Congolais né en France, avec autant d'amour, il les fait, c'est par patriotisme. Il faut avoir beaucoup de Bakambu, créer plus de Bakambu dans cette équipe, afin justement de convaincre tous ces Congolais de venir jouer pour leur pays. On peut être à l'étranger, mais le Congo, ça reste quand même tout pour nous, hein. Voilà. Voilà, avant de donner la parole à M. Ngaloula, donc Dieudonné Kabea. Alors, je vous fais d'abord découvrir ce que quelqu'un qui nous suit a écrit, hein, je ne sais pas, oui, ça, on voit ça. Alors, c'est M. Mouin Sakala qui a écrit ceci. Hein. M. Yves pose une problématique réelle en matière de la spoliation des espaces vides qui pouvaient servir à la construction des installations sportives. Merci beaucoup, M. Mouin Sakala, pour cette contribution. C'est vrai, hein, on ne doit pas spolier les places réservées au sport pour les jeunes, surtout, et pour construire, je ne sais pas, ou bien pour en faire des propriétés privées, pour construire des choses qui ne garantissent pas aussi l'emploi pour tout le monde, mais pour le privé. Alors, si je peux dire juste quelque chose au sujet de la question politique sur la législation, je crois que dans le passé, nous avions un ministre de la diaspora, des Congolais de l'étranger. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le nouveau gouvernement. Je crois que c'est le moment de poser la question, d'avoir un ministre pour les Congolais de l'étranger
mais qui mettent ensemble vraiment, en place vraiment des législations, comme dans ce cas. On demande aux ex-champions congolais, les Makelele et tout ça, de venir investir. Mais s'il n'y a pas des lois, des mécanismes spéciaux qui encadrent ces investissements-là, aujourd'hui, personne ne veut jeter son argent dans le vide. Personne. Donc, c'est vraiment important. Je crois que c'est vraiment fondamental pour un pays qui a des millions de ses concitoyens à l'étranger de revenir sur la politique d'un ministère pour les Congolais de l'étranger, mais qui ne soit pas là pour faire des voyages, mais qui soit là pour proposer des lois concrètes et mettre en place des structures de l'État concrètes qui accompagnent ceux qui décident de rentrer investir. Attention, les questions des investissements sont fondamentales parce que c'est de l'argent, l'argent de l'épargne, que personne ne veut mettre son épargne à perte. En tout cas, je voulais juste souligner cela. Voilà, merci, merci beaucoup. Nous attendons que M. Dieudonné Joseph Kabea Ngalola se reconnecte de nouveau. Vous connaissez toujours le problème de question, ou bien il n'y a pas de connexion, ou bien il n'y a pas d'électricité, malheureusement. Sinon, sa contribution, c'est quand même très important. Nous abordons un peu ce point avant que nous puissions donner la parole à M. Dieudonné Kabea. C'est cet aspect, puisque beaucoup de gens en ont parlé, moi aussi. Hein. Moi, j'ai vu ça pas du point de vue politique seulement, mais du point de vue professionnel, que quand il y a un match, on montre quand même le supporter de deux équipes ou de deux pays, ce qui n'était pas le cas quand nous avons joué contre la Côte d'Ivoire. Certains ont dit que c'est plus qu'il y avait des affiches à caractère politique. Mais moi, je ne pense pas qu'on réclame, par exemple, la fin des génocides. Ça n'a rien de trop politique. Bien que ça, il n'y avait pas seulement des gens qui avaient des pancartes quand on regarde. Il y avait aussi des endroits où les fanatiques n'avaient pas de pancartes. On pouvait quand même bien choisir pour éviter, si ils avaient dit ça, de montrer certains supporters qui n'avaient pas de pancartes. Ça fait mal à tout le monde. Hein. Même quelqu'un qui devait regarder le match, il ne voit que les Ivoiriens, sans voir les Congolais, comme si tous les Congolais avaient des pancartes ou réclamaient pour la fin du génocide à l'est de leur pays, qui est aussi leur droit. Et je dirais encore que c'est deux poids, deux mesures. On voit beaucoup de championnats ici faire bloc pour la cause de... Je craignais par exemple même de logos sur, disons, les chaînes de télévision pour soutenir l'Ukraine. Mais pourquoi, pour la République démocratique du Congo, on doit priver tout un pays de voir aussi ce supporter? Pour moi, c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous allons essayer d'abord de reprendre notre ami pour qu'il nous donne un peu les perspectives d'avenir pour l'équipe de notre pays. Et puis nous allons aborder rapidement en 7 minutes pour clôturer cet aspect disons, de manque de vision. Donc, nous n'avons pas vu les supporters des Léopards lors du match Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Alors, comment est-ce que vous voyez d'abord l'avenir un peu de l'équipe Léopard pour le futur, pas seulement les Léopards, mais les préparatifs pour qu'on puisse avoir, comme on a dit, des écoles de foot, des terrains, pas seulement à Kinshasa, mais au niveau aussi des provinces, qui ait de bonnes compétitions afin que l'entraîneur de l'équipe nationale puisse passer d'une région à l'autre pour voir comment les joueurs évoluent afin de les sélectionner dans l'équipe nationale, pas seulement passer à travers les clubs qui sont à l'étranger pour sélectionner les joueurs. Alors, monsieur Dieudonné Joseph Kabea Ngalola, vous nous attendez maintenant, je suppose, hein? Ou bien il est encore bloqué un peu? Ah, je pense qu'il est encore un peu bloqué, malheureusement. Il est parti. Alors, nous allons essayer d'aborder ces derniers points, comme ça, librement, que celui qui veut parler, il soulève la main, il aborde un peu ces points. Oui, allez-y, Yves. Oui, Père, on revient dans ce que nous étions en train de dire tantôt. Le problème avec notre pays, c'est que nous attendons, nous ne faisons que subir les événements. On n'a pas une approche systémique de la chose ou de la gestion de notre pays. Je vous donne un cas très bête. On ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il fasse notre combat.
je m'explique un peu plus. Que les chaînes étrangères ne montrent pas notre public parce que, soi-disant, on est en train de faire disons, une campagne contre la guerre à l'Est. Ce sont des chaînes commerciales. Ce sont des chaînes commerciales, elles visent leurs intérêts. Moi, je vous pose une question. Est-ce que nous ne pouvons pas extrapoler notre réflexion en disant, et si les Rwandais ont payé 5 millions de dollars à Canal+ pour ne pas diffuser le Congo, qu'est-ce qui nous empêchait, nous, de payer 6 millions pour qu'on s'assure qu'on va voir ça? Je ramène la chose à quelque chose de beaucoup plus basique. Au fait, stratégiquement parlant, quand on a lancé cette idée d'utiliser la Coupe d'Afrique des Nations comme plateforme pour faire un appel de conscience, où est-ce que nous étions depuis que ce conflit a commencé? Parce que je vous donne un cas très concret. Quand la guerre a commencé en Ukraine, même les enfants venaient à la maison ici avec il faut donner 10 euros pour la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens ont joué sur la force de leur diaspora pour faire entendre leur message, entre guillemets. Chez nous, nous vivons notre conflit. C'est à peine que nous avons un appui institutionnel de nos ambassades quand nous organisons des manifestations pour justement décrier la situation. Ne nous surprenons pas que Canal+ se permette de ne pas diffuser nos joueurs, disons, nos spectateurs. Ça, c'est une chose. Autre chose, revenons à cet aspect de soft power. La notion de patriotisme, il faut que l'on se le dise, elle n'est pas vraiment ancrée en nous. Je vous donne un cas concret. J'ai vraiment aimé quand Fally était en train de faire ses concerts dans les arénas ici en Europe. À tout moment, il a parlé du conflit. Mais les autres musiciens, le font-ils? On n'a pas que des musiciens, on a d'autres artistes. Le font-ils? Non. Et pire, vous allez faire de la propagande pour la guerre à l'Est, alors que nous voyons comment est-ce que il n'y a pas de vision claire dans ce que nous voulons atteindre avec nos approches politiques sur le conflit de l'Est. Parce que ça fait 30 ans que ça dure. Nous sommes ici, nous avons des cerveaux. Ces cerveaux peuvent trouver une solution à cela. Est-ce que nous nous donnons les moyens? Non, père, on essaie, comme je dis toujours, on essaie d'inventer la roue et il faut cesser des fois de parler et assumer les conséquences de nos actes. Et donc, c'est un peu ça, père. Voilà. Monsieur Benjamin semble avoir aussi quelque chose à dire à ce sujet. Bien sûr. Je pense que premièrement, je vais d'abord préciser une chose. Moi, j'aime beaucoup le foot, hein, et je regarde trop moi-même le foot national. Ça fait plus de 12 ans que je ne suis pas au Congo. Je suis notre championnat, même s'il y a un match Kabacha, je ne sais pas, Maniema-Union, si c'est diffusé, je le suis. Et au fait, quand vous prenez au niveau africain, bon, partout dans le monde, hein, le match en soi, une compétition, pour qu'elle soit diffusée, il y a une société spéciale qui gagne le marché de la production. Et la production de la CAN n'est pas aux mains de Canal+, encore moins Beansport. Cette CAN, c'est la plus médiatisée de toutes les précédentes CAN. Il y a plus de 100 télévisions qui diffusent ça. Alors, la production est accordée à une seule société. Imaginez si, par exemple, chaque chaîne devait diffuser la CAN. Ça veut dire dans un stade, vous avez plus de, je sais pas, 300 caméras parce que chacune devait poser au moins 3 caméras. Ce qui est impossible. Les mêmes images que Canal a diffusées sont les mêmes images que Beansport a diffusées. Donc, arrêtons de chercher des boucs émissaires. Canal+ au Congo, c'est aussi un investisseur. Donc, si nous commençons à jouer un peu à ces jeux, de vouloir toujours
trouver un peu, donc vouloir un peu fustiger, voilà, certaines personnes, ça ne va pas marcher. Comme l'a dit mon prédécesseur, il y a des choses que nous devons faire à notre niveau. On ne doit pas se réveiller aujourd'hui. Je prends un exemple très simple. Pendant la préparation, avant la préparation des matchs des Coupes d'Afrique des Nations, pardon, des interclubs, il y a l'équipe de Lupopo, chapeautée par un gouverneur des provinces, qui devait se préparer en match de préparation, même pas un match officiel. Ils n'étaient pas dans une poule. Ils vont jouer leur match de préparation au Rwanda contre Aper. Bon, vous voulez me dire que des choses pareilles, ça prouve un certain degré de patriotisme? Non, il fallait commencer par là. Ça coûte quoi d'aller jouer un match, par exemple, je ne sais pas, avec un club zambien et autres? Nous avons des sérieux problèmes à notre niveau nous-mêmes. Je pense qu'on doit régler nos problèmes en interne. Même quand il faut diffuser ou il faut propagander donc certaines de nos actions, comme on l'a dit avec la guerre en Ukraine et autres, cela doit passer par d'abord le fait que c'est à nous de vendre cela. Nous devons montrer réellement qu'au Congo, il y a ça, à travers nos actions tous ensemble. Et non, aujourd'hui, c'est le foot qui se joue, on essaie de profiter de cette plateforme et demain, on va oublier. Nos équipes iront jouer où ils veulent leurs matchs amicaux. Non, essayons de rester constants dans ce que nous voulons. Ça, c'est quand même important. Et moi, personnellement, j'ai diffusé à Canal+, actuellement, l'un des meilleurs journalistes qui y travaille, c'est notre compatriote Charles Mbouya, qui a essayé d'expliquer. Il ne fait que répondre aux messages pour expliquer que Canal+ n'a rien à voir avec les images qui ont été diffusées. On peut condamner la production ivoirienne, ça n'a rien à voir avec Canal+. Donc, pour résumer, je pense que le sursaut patriotique doit être fait au quotidien. Ce n'est pas seulement maintenant parce qu'il y a la CAN qui se joue. Nous devons nous réveiller, nous devons travailler, nous devons parler, nous devons réellement trouver un moyen concret par lequel nous devons passer nos messages. Il y a nos clubs qui devaient jouer. Je vais juste conclure rapidement, pas parce que je suis mazembien, mais parce que je vais quand même conclure avec cet exemple positif. Il y a la Super Coupe d'Afrique qui s'est jouée la première édition cette année en Afrique. Parmi les grands sponsors, il y avait le Rwanda, avec Visit Rwanda et Rwandair. Toutes les équipes qui ont participé à cette compétition ont voyagé avec Rwandair, ont porté leur maillot avec l'affiche Visit Rwanda. Mais une seule équipe a officiellement refusé et a signalé cela à la CAF qui a accepté. C'était le TP Mazembe. Et ça, c'est une action qu'on doit quand même louer et que toutes nos équipes doivent suivre. C'est-à-dire trouver un moyen par lequel nous pouvons réellement montrer notre ras-le-bol par rapport à ce qui se passe à l'Est. Voilà, c'est un peu ma petite contribution aussi. Oui, merci beaucoup de ces explications. Justement, on a besoin de débats comme ça pour expliquer, pour se faire comprendre et pour sensibiliser aussi les gens, pour que les gens puissent comprendre, puisque souvent on agit seulement par des émotions qu'on peut, disons, transformer en patriotisme. Alors, je ne sais pas si Fortuna, écoute, tu as aussi un mot rapidement, 30 secondes, comme ça on va... Ben oui, rapidement, je voudrais dire que, bon, étant du domaine de la communication des médias, je crois que par respect du public congolais, voilà, la production aurait dû faire un travail professionnel. Bon, après, il y a toujours des moyens d'éliminer certaines choses. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Je crois que ça a été causé du tort au public congolais, très simplement. On sait qu'avant cette compétition, il y a eu des discussions politiques, si notre équipe pouvait mettre un brassard noir et tout ça. Donc, tout ça, ça a mis la puce à l'oreille aux producteurs et je crois que ça a aussi orienté leur action qui, je crois que techniquement et professionnellement, est à blâmer. Je voudrais juste politiquement dire que la question congolaise, c'est pas que ça fait l'unanimité en Afrique. C'est-à-dire, notre problème ne fait pas l'unanimité en Afrique. Il y a des pays en Afrique qui supportent la position du Rwanda pour des questions géopolitiques, des alliances internationales. Et on doit être conscient de ça, que voilà, je crois que les Congolais aujourd'hui, après plusieurs années de lutte, sont conscients que notre situation ne fait pas l'unanimité et on doit se battre. Et malheureusement, dans cette bataille, il faut qu'on soit unis. Et l'unité n'est pas vraiment
ce que nous voyons dans notre pays, avec tout ce qui vient de se passer, les élections et tout ça. Donc, quand on n'est pas unis, on ne sait pas aussi vendre à l'extérieur ce que nous revendiquons. Et puis, on doit sortir de chercher la pitié de qui que ce soit, mais de chercher les solutions. Hein, c'est important parce que, voilà, ça fait des années, hein, on voit dans la diaspora, il y a des marches. Nous avons lancé des campagnes en ligne. Ce n'est pas que les Congolais n'ont rien fait. Ça fait des années que les Congolais sont en train de travailler au niveau de la communication, des réseaux sociaux, pour faire comprendre ce qui se passe chez nous. Mais quel est le résultat? Je peux dire qu'on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. C'est que peut-être on doit travailler différemment. C'est en répétant les mêmes choses et en voyant les mêmes résultats. Si on continue à répéter les mêmes actions, chercher la pitié des autres, on n'aura jamais les résultats que nous recherchons. D'abord, quel est notre objectif? Que la guerre cesse ou bien que notre nation soit puissante et respectée. Voilà. Donc, il faut vraiment travailler sur les objectifs politiques et que nous-mêmes, Congolais, nous sachions ce que nous voulons. Dire que la guerre cesse, ce n'est pas un objectif. Devenir puissant, c'est un objectif. Faire peur aux voisins, c'est ça l'objectif. Donc, je m'arrête là. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'on s'est mis d'accord, hein, puisque comme je le disais au départ, on comprend et avec l'échange que nous avons eu, quand il y a des grandes compétitions, évidemment, il y a des annonceurs qui sont là, qui payent, et puis c'est l'affaire aussi des gros sous. Hein. Ce n'est pas seulement les matchs que nous voyons, mais c'est surtout qui a payé, pourquoi. Et tandis que du point de vue professionnel, hein, je crois que Fortuna Ekoutou a dit aussi ça, c'était quand même malheureux qu'on prive les Congolais de leur fanatique. Et comme moi je l'ai dit aussi, tout le monde ne portait pas des effigies ou des banderoles. Il y avait quand même un moyen de bien orienter les caméras pour qu'on ne voit que des supporters qui n'avaient pas des pancartes ou bien des effigies. Ça pourrait quand même équilibrer un peu, disons, la fête panafricaine. Alors, je vous donne à chacun 30 secondes pour dire un petit mot de conclusion, hein, puisqu'aujourd'hui, nous avons parlé de la CAN, donc de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire et qui prendra fin dimanche prochain, le 11 février. Un petit mot, hein, pour clôturer. Alors, on commence par celui qui venait de parler en dernier. 30 secondes pour conclure. Je dis, disons, bravo, merci à notre équipe nationale congolaise. Merci à la Côte d'Ivoire d'avoir organisé une très belle compétition. Je souhaite à la RDC de gagner la petite finale. Je sais que c'est quand même de l'argent qui est dans les caisses de notre fédération. Et voilà, déjà bravo pour ça. Et je souhaite aussi à ce pays, à la RDC, d'aborder dans le sens d'une politique nationale sportive réelle, sinon au moins d'une politique pour les Congolais de l'étranger, en pointant nos grands joueurs qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans le foot ou dans les autres sports congolais en RDC. Merci beaucoup. Un mot de la fin, Yves. Oui, Père. Moi, d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez. Félicitations à l'équipe, félicitations à l'entraîneur, félicitations au management. Entrer dans des polémiques avec eux, mais les résultats sont là. Il faut applaudir quand les résultats sont bons. Interpellation à nos autorités, à nos législateurs sur le sens que nous voulons donner à notre pays pour les prochaines 20 années. Et autre chose, c'est que j'aimerais que l'on fasse en sorte que cet exploit que les Léopards ont réussi à atteindre ou à obtenir, que ces joueurs ne se retrouvent pas demain oubliés dans l'histoire du pays. Donc, que la nation sache s'en occuper et que l'on leur donne de la valeur, des stades à leur nom, des avenues à leur nom, mais bref, que l'on marque leur exploit dans les annales de la nation. Merci beaucoup, Père.
Merci beaucoup Yves. Alors la parole maintenant à M. Oumba pour conclure. Alors, moi aussi, je dirais, premièrement, vraiment, je félicite les Léopards hein, de nous avoir fait rêver parce que ça a été une CAN que nous avions tous, nous n'avions pas vu les Léopards arriver jusqu'à ce niveau-là. Et pour moi, c'est vraiment une note de satisfaction. Une toute petite recommandation, je pense aussi différente de tous mes autres co-débatteurs, c'est que souvent, après une très belle compétition comme ça, on sait, c'est que le gouvernement offre à nos joueurs. C'est souvent des véhicules qu'ils vont revendre le lendemain et partir. Mais moi, je recommande une seule chose, donner-leur des terres pour construire des écoles de foot, des terres pour construire des hôpitaux, des terres pour construire, pour faire l'agriculture. Donc, quand je parle de ça, le Congo est grand, au moins même 10 hectares par chacun. Je pense que demain, tous ces joueurs que nous avons vus à la CAN seront des investisseurs, seront des encadreurs pour la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, hein, Monsieur Benjamin. Merci à tous pour la participation. Aujourd'hui, nous avons parlé CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu en Côte d'Ivoire. Ça nous a fait rêver. C'était une fête panafricaine. Merci à la Côte d'Ivoire pour l'organisation. Merci à toutes les équipes qui ont participé. Merci à l'équipe de la République démocratique du Congo, à nos Léopards, qui nous ont fait un grand plaisir. Nous avons passé de belles soirées. Nous avons vu des Congolais de partout se réjouir de leur victoire et de leur montée jusqu'à la demi-finale. Vous nous avez fait rêver et vous êtes parmi les 4 premières équipes africaines pour cette Coupe d'Afrique. Merci aussi à ceux qui ont participé à cette émission d'aujourd'hui. Monsieur Benjamin Oumba depuis l'Allemagne, Monsieur Fortuna Ekuchu depuis l'Allemagne aussi, Monsieur Yves Cache depuis l'Espagne. Je remercie aussi Monsieur Dieudonné Joseph Galula, disons KBA, qui est spécialiste, journaliste spécialiste de sport, qui travaille à Radio Okapi en République démocratique du Congo. Désolé pour les autres qui n'ont pas pu nous rejoindre, faute de connexion. Et nous allons nous retrouver très prochainement pour une autre émission de dialogue avec. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous nous suivez. Et merci de votre plaisir de nous avoir suivis à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers aussi Instagram. Le plaisir était le mien d'être avec vous durant cette soirée. Au revoir et à très bientôt.